La Fresh Morning. La Fresh Morning. Bonjour Jean-Paul. Bonjour la fraîche. Aujourd'hui on parle de quoi? Aujourd'hui nous allons revenir sur l'interview qu'a donné Carlos Ghosn, qui était l'ancien PDG du groupe Renault Nissan Mitsubishi. Il faut savoir que le 29 décembre dernier, celui-ci s'était exfiltré du Japon où il était détenu depuis plus de 130 jours. Il avait bénéficié au mois de septembre dernier d'une liberté conditionnelle et donc à la surprise générale, il avait décidé de se soustraire à la justice japonaise où il était poursuivi pour un certain nombre de faits, dont détournement de fonds, abus de biens sociaux, notamment par Nissan. Alors, il faut savoir que Carlos Ghosn était à la tête du groupe Renault Nissan depuis une quinzaine d'années. C'est lui qui était arrivé en 2003 lorsque le groupe Renault était mal en point. Et donc, il avait réussi l'exploit de redresser les finances et la barre et aussi l'image du groupe Renault. Et en 2009, il avait donc, il était obtenu, enfin en 2009, en 2009, il était parvenu à également, à l'appel de Nissan, il était parvenu par le biais d'une alliance, il était également parvenu à redresser Nissan. Et donc, il était même parvenu par la suite à hisser le groupe Renault-Nissan Mitsubishi au premier rang mondial en termes de nombre de véhicules vendus. Bon, depuis lors, le groupe est passé à la troisième place. General Motors est revenu en tête. Mais au moins, il avait déjà, aux yeux des spécialistes de l'automobile, aux yeux des spécialistes du monde industriel, de l'industrie automobile, il avait l'image d'un excellent manager. Mais derrière, évidemment, sur le plan des relations sociales avec notamment les partenaires sociaux, que ce soit en France, principalement au Japon, il avait laissé l'image de quelqu'un de particulièrement austère, particulièrement froid, et qui n'hésitait pas à, si tu veux, augmenter les cadences ou parfois à casser les droits des salariés pour parvenir à la rentabilité. Parce que lui, il avait ce mot-là, cet objectif en tête, c'était d'assurer la rentabilité des entreprises pour lesquelles il assurait le management. Et donc, c'est tout ça qui fait que, étonnamment, lorsqu'il arrive au Japon en avril 2018, parce qu'il faut comprendre que du fait qu'il était à la fois à la tête de Nissan et de Renault, ses résidences étaient partagées entre Tokyo et Paris. Et donc, lorsqu'il arrive à Tokyo, à sa surprise générale, il est arrêté par les autorités japonaises qui lui reprochent, notamment, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de couacs en tête desquels il y a l'abus de biens sociaux et les détournements de fonds. Alors, Carlos Ghosn, lui, donc son interview était particulièrement attendue mercredi dernier. On s'attendait, on aurait espéré qu'il nous l'explique aussi dans quelles conditions il avait pu quitter le Japon, mais il a décidé de ne pas le faire, mais plutôt s'appesantir sur, si vous voulez, l'espèce d'acharnement juridique dont il était, l'acharnement pénal, pas juridique, l'acharnement pénal dont il était la victime depuis plus de 130 jours. Alors il estime qu'il a quitté le Japon parce qu'il estime que là-bas, le système judiciaire ne lui permettait pas, à lui, en tant qu'accusé, de pouvoir assurer correctement sa défense, parce qu'il estimait que ses droits en tant qu'accusé n'étaient pas respectés, ses droits individuels n'étaient pas respectés, et donc qu'il passait son temps à subir une instruction à charge, et que derrière ça, lui-même en tant qu'individu, ses droits individuels n'étaient pas respectés, puisque il était maltraité en prison, il n'avait pas le droit d'avoir des contacts avec ses proches en dehors de son épouse, et même son épouse, les contacts étaient très limités, jusqu'au point où les autorités japonaises vont elles aussi décider de les suspendre. Et donc toutes ces choses-là font que, d'une part, il estime qu'au Japon, on ne pouvait pas bel et bien lui permettre de bénéficier d'un procès équitable. Ça, c'est la raison pour laquelle il quitte le Japon. Mais maintenant, la raison pour laquelle il a des problèmes avec la justice japonaise, lui parle d'un complot, selon lui fomenté par Nissan pour l'empêcher, parce que selon lui, il ne faut pas oublier, Renault et Nissan étaient dans le cadre d'une alliance, c'est-à-dire que Nissan avait des participations dans le capital de Renault et Renault avait des participations dans le capital de Nissan. Maintenant, il
il était en train de négocier, du moins avec les autorités à la fois françaises et japonaises, le passage de l'alliance à la fusion. C'est-à-dire qu'on devait faire de Renault et Nissan un seul et unique groupe avec un capital unique. Et donc faire un grand groupe mondial de l'automobile. Selon lui, ce sont certaines personnalités du monde japonais, aussi bien politiques que industrielles, qui étaient opposées farouchement, mais ils l'ont fait de manière sourdine, qui étaient opposés à ce projet-là de fusion-acquisition de Renault et Nissan, et donc qui ont, ne pouvant pas trouver d'arguments sur le plan économique ou sur le plan juridique, ou ne pouvant pas, si tu veux, en quelque sorte, présenter une contre-proposition ou un contre-projet à Carlos Ghosn, qui était en charge justement de mener à bien ce projet-là, eh ben, ils ont décidé d'inventer cette histoire-là et dans le but de l'évincer de la tête de Renault Nissan et de mettre à mal ce projet-là. Donc pour lui, c'est ça. Pour lui, tout ce dont le Japon lui reproche n'est que de pur mensonge. Toute l'instruction qui a été mise en place par le parquet japonais n'a jamais pu, selon lui, on ne lui a jamais donné, lui, du moins durant le temps où il était au Japon, la possibilité de pouvoir se défendre et de pouvoir, si tu veux, en quelque sorte, apporter des réponses aux différentes accusations qui étaient portées contre lui. Et donc, pour lui, il estime qu'il ne fuit pas la justice, mais par contre, il fuit, si tu veux, le système pénal japonais qui, pour lui, est une espèce de broyeur et qui l'empêchait, lui, en tant qu'individu, de pouvoir jouir pleinement de ses droits de défense, ou ses droits à la défense, comme on pourrait le dire. Et donc, c'est ça, en fait, la chose. Mais il ne faut pas oublier que maintenant, lorsque l'on regarde le fond, évidemment, il est clair que la gestion de Carlos Ghosn n'est pas sans poser certaines interrogations ou sans susciter certaines questions. Parce qu'il faut comprendre qu'à un moment ou à un autre, plusieurs journalistes l'ont révélé, notamment par exemple il y a 2 ans lors de la célébration des 15 ans de l'alliance entre Nissan et Renault, il avait organisé à Versailles un très grand banquet, mais bizarrement, la date qui avait été choisie correspondait avec la date d'anniversaire de son épouse. Et donc, selon certains journalistes, même lorsque l'on regardait, pour ceux qui avaient participé à cette soirée-là, eh ben, on avait plus l'impression que c'était la fête de sa femme plutôt que la célébration de l'alliance entre Renault et Nissan. Ça, c'est une chose. Mais Carlos Ghosn avait évidemment reconnu que ces 2 événements, enfin, lui, il disait que ce n'était pas un détournement, c'était plutôt 2 événements qui étaient liés et que toute la couverture événementielle, donc la location du château, tout ce qu'il y a à la restauration et autres, avait été offerte en quelque sorte par Renault et Nissan à son épouse ou par l'entremise de sa personne. Donc il y a un certain nombre de questionnements comme ça là, évidemment, qui laissent penser que, évidemment, là c'est l'abus de biens sociaux à partir de là de manière très claire, puisque un manager qui organise à grands frais de l'entreprise dont il assure la gestion l'anniversaire de son épouse, évidemment ça laisse poser des questionnements. Et il y a aussi notamment l'acquisition de certains biens, notamment sa maison de Beyrouth et celle de Paris, qui, semble-t-il, aurait été achetée par Nissan. Donc, c'est un certain nombre de choses qui passent en vérité. Ce sont ces choses-là qui passent très mal dans le code, enfin, dans les pratiques au Japon. Les Japonais sont connus pour être des gens qui sont particulièrement regardants et titilleux concernant la gestion de l'argent, la manière dont l'argent est utilisé, et surtout l'argent d'une entreprise. Et donc, tout ça fait que, évidemment, la justice japonaise, l'opinion publique japonaise, bien qu'elle reconnaisse en lui véritablement les qualités d'un grand manager, parce qu'ils reconnaissent qu'il avait sauvé Nissan lorsqu'il est arrivé. Nissan était au bord de la banqueroute, il était parvenu à sauver Nissan, mais cela ne lui autorisait pas à mener à un certain moment, lorsque Nissan a été redressé, à mener un train de vie sur le dos de Nissan ou aux frais de Nissan. Donc ça, c'est la chose que les Japonais lui reprochent. Et puis maintenant, évidemment, hier, il y a eu un véritable déferlement médiatique, surtout du côté du Japon, parce qu'il ne faut pas oublier que le Japon a émis un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, même si, évidemment, il y a très peu de chances que Carlos Ghosn puisse
en l'état actuel des choses, être extradé du côté du Japon parce que le Japon et le Liban n'ont pas d'accord d'extradition. Mais il est clair que déjà le parquet libanais s'est saisi de cette affaire et lui a déjà intimé l'interdiction de quitter le territoire. Carlos Ghosn estime que il estime que il voudrait être jugé en l'occurrence en France parce qu'il estime que le système judiciaire français permet à lui en tant qu'accusé de pouvoir mieux assurer sa défense, où on va lui donner toute la latitude de venir lui aussi s'expliquer, chose que l'on ne permettait pas de lui, ce qui ne lui était pas permis justement au Japon. Et donc les autorités japonaises, elles, ont crié au mensonge. Elles estiment que Carlos Ghosn a fui la justice parce que justement il est coupable. S'il avait véritablement les arguments qui prouvent son innocence, eh ben, il ne se serait pas enfui, il serait resté au Japon. Et s'il estime qu'il est véritablement innocent, eh ben, quitte à lui de revenir s'expliquer devant la justice japonaise. Donc pour eux, toute cette interview n'est qu'une fuite en avant de la part de Carlos Ghosn et qu'il reste à leurs yeux coupable. Et donc, pour elle, les procédures judiciaires telles qu'elles existent lorsqu'il s'agit d'arrêter ou d'aller d'arrêter un fugitif, parce que pour les Japonais, Carlos Ghosn est un fugitif, et donc ces mesures-là vont s'appliquer. Elles ont lancé un mandat d'arrêt international, Interpol a été saisi. Maintenant, évidemment, les autorités françaises ont d'ores et déjà fait savoir que si Carlos Ghosn est arrivé en France, eh bien, il devrait lui aussi s'expliquer devant la justice française, notamment pour des faits d'abus de biens sociaux. Mais la différence, c'est que le niveau, si tu veux, les accusations d'abus de biens sociaux là, pour lesquelles Carlos Ghosn est accusé en France, il y a peu de chances qu'il puisse aller en prison un jour pour cela. Tout au plus, on pourrait lui demander de rembourser l'équivalent des frais qui ont été dépensés, l'équivalent des frais pour lesquels justement la justice lui reproche ces abus de biens sociaux-là. Donc, pour lui, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que s'il se fait juger en France, il y a peu de chances qu'il aille en prison. Il sera certainement mis en examen, tout au plus condamné à payer, à rembourser les notes de frais, mais jamais il n'irait en prison. Par contre, au Japon, il est clair que pour les mêmes délits, la prison ferme l'attend. Et donc, pour lui, le choix est vite fait. Maintenant, il essaye de convaincre, en quelque sorte, aussi bien les autorités françaises que libanaises, de lui assurer une protection juridique qui lui permettrait d'avoir un procès et éventuellement être condamné à de la prison, soit avec sursis et avec des grosses amendes à payer, mais en aucun cas qui ne lui permettrait de se retrouver derrière les barreaux. Merci Jean-Paul qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On revenait donc sur l'affaire de Carlos Ghosn dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haut de la capitale. On remercie tous les auditeurs qui sont bien connectés. On fait un petit tour en musique et on se retrouve juste derrière avec Gina pour les propos introductifs et le thème du petit clin d'œil civique, sans oublier l'actualité locale. Da Fresh Morning.